Bonjour, vous écoutez Demain, le podcast de Lyon Positif. Parce que demain s'invente aujourd'hui en faisant autrement qu'hier, Frédéric Duval part avec notre invité aux sources de l'engagement et de l'inspiration. Christophe Fargier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est très impressionnant en fait de rencontrer une institution. Est-ce que tu as l'impression d'être une institution aujourd'hui ? Alors, moi en tant que personne, non. Le Ninkasi, je pense qu'effectivement sur Lyon, on est devenu une institution, on est devenu aussi une love mark. Ouais. On a un niveau de notoriété qui est très important et c'est vrai qu'on a souvent des Lyonnais qui sont fiers de présenter leur bière. Le Ninkasi en disant, voilà, nous à Lyon, on a le Ninkasi. Donc oui, c'est une source de fierté de voir ce qu'on a réussi à construire et ce que ça représente pour un certain nombre de Lyonnais. Et alors, tu me disais, en préparant un peu cette rencontre, et je l'ignorais, que Lyon a été d'ailleurs pendant un moment la capitale de la bière. Ce que j'ignorais totalement, parce que j'avais l'impression que la bière, c'était quelque chose d'assez tendance, d'assez nouveau, mais en fait, il y a une vraie histoire de la bière en France. Oui, on a l'impression que le vin a toujours été la première boisson des Français, et ce n'était pas le cas. En fait, la bière, à une époque, était plus consommée que le vin. Quand l'Alsace-Lorraine a été envahie par les Allemands, il y a des brasseurs alsaciens qui sont venus s'installer à Lyon, et Lyon a compté une quarantaine de brasseries. À ce moment-là, est devenue capitale de la bière française. Et cette histoire, on l'a souvent oubliée, mais il y a beaucoup de brasseries qui sont créées en réutilisant le nom d'anciennes brasseries. Et quelque part, toutes les villes ont connu une ou plusieurs brasseries. Voilà, donc 4000 brasseries à l'apogée en France, et actuellement, il y a environ 2500 brasseries qui se sont créées sur les 10 dernières années. Dont tu fais partie, évidemment. Comme quoi, aujourd'hui, tu es un des 10 premiers brasseurs français, à peu près. Parce que c'est quoi, Ninkasi ? C'est presque 300 collaborateurs, oui, alors c'est combien d'hectolitres de bière ? Parce qu'on parle en hectolitres, c'est ça ? Oui, alors c'est facile de faire partie des 10 premières brasseries françaises parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont indépendantes. Il y a la brasserie Montblanc qui a été rachetée par Duvel. Récemment, il y a beaucoup de brasseries qui ont été rachetées par les gros industriels. Donc tu es un des derniers vraiment indépendants de cette taille-là, en fait ? Non, il y a encore des brasseries, Jeanlin, Castelin, Goudal, Météor, qui sont des brasseries indépendantes et qui occupent les 5 premières places. Nous, on fait partie des brasseries qui suivent. Aujourd'hui, on fait 40 000 hectolitres de bière. C'est beaucoup. On est nécessairement le gros d'un certain nombre de petites brasseries qui en font beaucoup moins. Et le petit d'un certain nombre de gros, du coup. Bah oui, puisque aujourd'hui, vous avez des usines Carlsberg ou Heineken qui font 3 millions, 7 millions d'hectolitres. Donc voilà, il y a de grosses installations qui permettent de faire des très gros volumes avec des approches qui restent très différentes de la nôtre. Aujourd'hui, les brasseurs industriels font des bières très concentrées qui diluent avec de l'eau. Voilà, aujourd'hui, la différence entre une 1664 et une Cros, c'est la quantité d'eau qu'on va mettre dans un produit qui, à la base, est le même. Voilà. Et dans ces brasseries-là, ce ne sont plus les brasseurs qui décident, c'est la finance qui dicte. Voilà, ce que préfère le consommateur en fonction du voilà, marketing. Et si on regarde une bière comme Heineken, c'est une bière qui a perdu énormément en couleur, en goût, en amertume, pour devenir le Coca-Cola de la bière. C'est-à-dire, plus j'ai un produit qui est neutre et consensuel. Voilà. Et c'est vrai qu'au Ninkasi, c'est le brasseur qui a gardé le pouvoir parce qu'on est des amoureux du produit et qu'aujourd'hui, on commence déjà par se faire plaisir à nous, on va passionnés. Justement un peu de la passion et de l'histoire, parce que je t'avoue honnêtement que je ne suis pas un grand expert de bière, même si j'aime bien boire une bonne bière de temps en temps, mais ça m'intéressait de découvrir aussi d'abord ce que c'est que ce métier, comment tu en es arrivé là, parce que c'est une aventure qui a commencé il y a bientôt 30 ans, pas tout à fait, mais 98, c'est ça ? Et qui a commencé, je crois, dans un garage.
tu as voulu faire un peu Startup Nation aux États-Unis. Raconte-moi un peu même si tu as dû le raconter plein de fois, mais c'est quand même assez étonnant. En fait, ce qui a permis de démarrer l'aventure de Ninkasi, c'est fin de mes études. Je devais reprendre une entreprise de plâtrerie, peinture, gros œuvre en Ardèche, qui appartenait à deux de mes oncles et qui était venu me voir en me disant « Christophe, on n'a personne pour prendre la suite, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Voilà. Et je me suis rendu compte qu'un de mes cousins qui travaillait comme conducteur de travaux, il n'avait vraiment pas envie de me voir débarquer. Et comme, il voulait rester tranquille. Voilà, et comme la famille, c'est quelque chose auquel j'attachais de l'importance, je n'ai pas voulu prendre le risque de vivre une situation compliquée, donc j'ai décliné. Et je m'étais déjà projeté dans le fait de reprendre une entreprise ou d'être mon propre patron. Donc c'était difficile pour moi, suite à cette décision, de ne pas imaginer me lancer dans l'entrepreneuriat et créer un projet. Tu savais déjà, en fait, quand tu étais plus jeune, tu disais, de toute façon, je veux entreprendre ou créer quelque chose. Oui. Tu ne savais pas forcément quoi, mais tu savais que tu voulais entreprendre. Je savais que je ne pouvais pas avoir un boss. D'accord. Ah oui, Je c'est me plus connaissais pour la liberté ou la liberté et puis le besoin viscéral d'être aligné entre ce que je pense et ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose que je ressentais profondément. Déjà, parce que c'est pas évident. Souvent, c'est un peu le privilège de l'âge de finir par se connaître et de savoir comment on est aligné. Mais déjà, tu avais donc une personnalité ou un caractère assez affirmé. En fait, pour moi, une importance sur les valeurs et le sens du projet que j'allais porter. C'était quelque chose qui avait déjà de l'importance. Je ne pourrais pas expliquer la raison de cela. Et à l'époque où je prends cette décision de renoncer à partir en Ardèche, j'ai un ami américain que j'avais rencontré aux États-Unis qui était venu passer une année en France. Je lui dis « Kurt, il faut que tu me trouves un boulot aux États-Unis. Je vais aller bosser quelques temps et je vais revenir avec une idée et je créerai ma boîte. » Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment cette notion du rêve américain, un peu que tout est possible aux États-Unis. Est-ce que tu... Non, moi j'étais déjà parti 1 an et demi aux États-Unis. C'est un pays que j'ai beaucoup apprécié et en même temps, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Ouais, donc je n'étais pas du tout dans l'idéalisation. Pas naïf dans un espèce de truc idéal. Mais c'est vrai que pour entreprendre, c'est quand même un pays magique. Les Américains sont très enthousiastes et aujourd'hui, à l'époque, il était beaucoup plus facile de se lancer dans un projet que de le faire en France, notamment quand on est jeune et qu'on a besoin de trouver des sous. Et Kurt m'a dit, mais Christophe, tu sais, moi j'ai un truc qui cartonne dans ma ville, c'est les microbrasseries. Il est originaire de Portland. Il m'a dit, il y a plus de 100 brasseries qui se sont créées dans la ville. Moi, je suis persuadé que c'est un truc qui pourrait marcher aux États-Unis. Et moi, ce qui m'a séduit dans ce projet-là, c'est comme j'étais aussi à la fin de mes études, je sentais un vide. C'est-à-dire que je trouve que c'est magnifique d'apprendre la comptabilité, la finance, le droit, le marketing. Voilà. Mais ça ne m'avait pas comblé. Ça ne m'avait pas rempli, en fait. Et tu me disais que tu avais besoin d'avoir un truc un peu manuel, de fabriquer, de créer quelque chose. Ouais, j'ai ressenti ce besoin d'apprendre ou ce besoin de faire quelque chose de mes mains. Vraiment. Et quand Kurt m'a parlé de cette idée, je me dis, c'est génial, j'adore la bière. Et en plus, je vais pouvoir apprendre. Parce que tu n'y connaissais rien. Rien du tout. Et Kurt, finalement, qui a fait des études de sciences politiques aux États-Unis, avait exactement le même besoin. Il m'a dit, écoute Christophe, tu vas apprendre à faire de la bière et moi je vais apprendre à faire du pain. Et voilà, pendant une année, on a chacun cheminé dans nos apprentissages, sachant que le pain et la bière sont vraiment deux produits. C'est de la fermentation. Oui. Voilà, on dit de la bière que c'est un pain liquide et on dit du pain que c'est une bière solide. C'est très proche comme processus. C'est très proche et même les produits sont liés parce que les nomades qui fabriquaient de la bière, en fait, utilisaient du pain sec qu'ils remélangeaient avec de l'eau pour faire une bouillie qu'ils laissaient fermenter pour faire de la bière. Donc il y a vraiment de multiples passerelles entre les deux produits. Vous auriez pu faire une entreprise où vous vendiez à la fois du pain et de la bière. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est ça. Le Ninkasi en 97, on fabriquait nos pains, on fabriquait nos buns. On s'était même lancé dans la pizza au tout début, puisqu'on faisait notre pâte à pizza américaine.
Et pendant très très longtemps, on a même eu une boulangerie rue Bellecombe dans le 6e, D'accord, je savais pas, tu vois. qui nous permettait de fabriquer nos pains et nos buns. Et puis à un moment, quand l'entreprise a un peu Ouais, il fallait grossi, choisir quand même. c'est devenu compliqué. On a travaillé avec un producteur local qui nous fait aujourd'hui nos buns. D'accord. Donc, tu es aux États-Unis, tu apprends tout ça, et tu reviens en France, à Lyon, parce que au départ, on ne l'a pas dit, mais on peut le dire quand même, tu es stéphanois. Énorme qualité. Énorme qualité. Ah, mais moi, j'ai aucun problème. Je suis un Lyonnais de cœur. Je suis marié à une Lyonnaise, donc je suis à moitié pardonné, mais je ne suis pas un vrai Lyonnais, même si je me sens très bien ici. Donc moi, j'ai aucun problème avec les Stéphanois. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans cette opposition un peu qui existe, qui est culturelle, tu aurais pu aussi décider peut-être de commencer ton activité à Saint-Étienne, mais tu as choisi de le faire à Lyon. C'était quoi l'idée ou pourquoi ce choix du coup de s'installer à Lyon? Parce qu'on voulait, le projet à son origine, c'était de créer une fabrique de bière et de vendre notre bière. Donc ça nous semblait pertinent de le faire à Lyon, qui a un potentiel de clients largement plus important qu'à Saint-Étienne. Voilà. On s'est rendu compte très rapidement que si on crée juste une fabrique de bière, on n'allait pas pouvoir durer bien longtemps, parce que en fait le marché de la bière n'existait pas, de la bière craft à l'époque. Les bars sont verrouillés par des contrats brasseurs et les enseignes de distribution ne s'intéressaient pas. Et à l'époque, on était encore sur les gros packs de bière blonde légère. Donc on a décidé de faire une brasserie, et dans le prolongement de la brasserie, un bar, restaurant, café, concert, pour écouler notre production. D'accord, oui. C'était presque comme une espèce de contrainte. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre ta bière, il fallait que tu sois toi-même et le distributeur et que tu fasses Exactement. tout, en fait. Et après, ce bar-restaurant qu'on a décidé d'ajouter au projet, on a fait le bar-restaurant de nos rêves, celui qu'on aurait aimé avoir pendant nos années d'étudiants. Et comme on n'était pas des gens de la restauration, on s'est dit qu'on allait faire des choses simples. Donc le burger gourmet, la bière, la musique. On a démarré avec des pizzas. Mais bon, pizza américaine, la grosse pâte, c'était trop long à cuire. Les gens attendaient trop longtemps, donc on a vite arrêté. Et c'est ça qui a été le démarrage de l'aventure. Et tu ouvres directement à Gerland. C'est le premier endroit, là, le bâtiment qui a été d'ailleurs qui est détruit là, que tu as dû quitter. Pas encore. Bientôt. Mais, voilà, ce fameux bâtiment qui était un peu le flagship un peu J'ai lu quelque part d'ailleurs qu'au démarrage, c'était pas si simple, et j'ai vu des articles de presse, je crois, à l'époque, qui disaient genre c'est un hangar, c'est pourri comme ambiance, c'est pas très sympa. Non, ça a été pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est une immense réussite, ce lieu est totem, fétiche, etc. Mais il y a 25 ans, c'était pas le cas. Alors, on a eu des partis pris très forts. On a fait une fabrique de bière. On voulait que le bar-restaurant soit dans le prolongement et donc ait cette atmosphère industrielle. Donc on a été très, très minimaliste dans la décoration et dans les choix des matériaux. À l'époque, ça ne se faisait absolument pas. Un pub, il y avait des petits rideaux. On avait l'impression que le lieu il existait depuis 200 ans. Donc nous, on a vraiment pris le contre-pied. On avait un slogan, c'était brasseur depuis 1997 versus Cronenbourg, brasseur depuis 1664. Et on a également fait le choix, puisqu'on a accueilli de la musique, d'avoir un lieu qui allait se charger de sa propre histoire et que les artistes ou les collectifs allaient pouvoir s'approprier et décorer. Donc, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui fait que ça a marché. Alors c'est vrai qu'on a eu des premiers articles, notamment le premier article dans Le Progrès qui nous a démolis. Ouais. Voilà, une cantine froide. J'ai dû tomber dessus, j'ai dit voilà vache. Et à l'époque, quand on s'investit autant dans un projet, c'est raide. C'est raide, mais les gens qui nous accompagnaient m'ont dit mais Christophe, t'inquiète pas, vaut mieux qu'on parle de toi qu'on ne dise rien. Et quelque part, si ça provoque quelque chose, tant mieux. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui n'aimeront pas. Et de toute façon, ça ne sert à rien de plaire à tout le monde. Il faut simplement que vous trouviez votre clientèle. Et on a mis 1 an à la trouver. Et la Coupe du Monde 98 nous a un peu sauvés, puisque... Il y avait des matchs en face, c'est ça? Voilà, les bus, parce qu'à l'époque, le métro n'arrivait pas, et les bus se sont arrêtés devant le Ninkasi. Donc on a, en l'espace de... Je ne sais plus, il y a eu 5 ou 6 matchs de Coupe du Monde. Ça nous a permis d'accélérer la notoriété de l'établissement. Et suite à la Coupe du Monde, on a atteint un niveau d'activité qui nous a permis de
souffler. Ouais, ouais. Parce que c'est donc plus de 25 ans. Comment tu regardes ce parcours aujourd'hui? Parce que je dis, voilà, c'est une marque, c'est connu, c'est reconnu, tu as près de 300 collaborateurs, un truc qui tourne, tu viens d'ouvrir une usine à Tahar, on en parlera. Comment tu regardes ce parcours? Est-ce que tu as l'impression que c'était comme hier, ou c'est passé très vite, ou tu te dis c'est incroyable? Parce que je parlais d'institution, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tu incarnes. Tu es une incarnation aussi de Ninkasi. Alors, je ne sais pas si ça a été un choix de ta part, mais c'est vrai qu'on t'associe très souvent à la marque parce que tu en es le fondateur, parce que tu viens souvent d'ailleurs parler dans les médias, raconter ton parcours et ton histoire. Est-ce que ça fait partie aussi du développement d'une entreprise que de l'incarner comme ça? Souvent, quand les gens disent Ninkasi, c'est une extraordinaire réussite, où il y a même des moments, voilà, on ouvre notre 26e établissement et il y a des mots forts, l'empire Ninkasi. Moi, ça me fait sourire parce que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde et notamment la notion de licorne, des entreprises qui, au bout de 2-3 ans, sont valorisées à 1 milliard, on n'est pas du tout dans ces storytelling. On est dans notre 27e année, on a 26 établissements. C'est pas une croissance fulgurante, je pense qu'elle a été très progressive. On a un projet qui s'est enrichi et aujourd'hui qui est très consistant. Le projet Ninkasi, il est solide, il est cohérent, il y a une raison d'être, des valeurs. On a une stratégie d'impact, on a pris soin de nos collaborateurs pendant toutes ces années, donc on a un attachement aussi des équipes. Et c'est vrai qu'à un moment, s'est posé la question de pouvoir aussi parler de tout ça, parce qu'au début, on ne le faisait pas. Un peu cette discrétion lyonnaise, quelque Exactement. part. On fait, mais on n'en parle pas, ou on reste discret. Ou peut-être aussi stéphanoise. Voilà, mais c'est une ville laborieuse. Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière où finalement pas d'ostentation. Voilà, pas de chichi. On fait pas on va pas vers la vantardise et c'est vrai qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui en faisaient beaucoup moins et qu'on voyait beaucoup plus. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu des discussions qui étaient de dire il faut qu'on prenne la parole. Et il faut que tout ça, ça soit incarné. Alors c'est vrai que c'est moi qui prends le plus souvent la parole, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes dans l'entreprise qui le font, parce qu'il y a beaucoup de talents dans l'entreprise et sur beaucoup de sujets, je ne suis pas la personne qui peut le mieux incarner et ou parler, qui a le bon niveau d'expertise. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs quelque part, parce que tu as des discours très intéressants et authentiques. Moi, c'est un peu comme ça que je t'avais découvert sur ta vision du management, sur la manière d'accompagner, pour le coup, les talents, les ressources humaines. C'est quelque chose auquel tu es très attaché, avec quelque chose dont on sent qu'il est très, très humaniste, etc. Est-ce que c'est pas ça un peu dont tu es presque le plus fier? C'est cette équipe, ce mode de management que tu as mis en place. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans tes bureaux un moment, etc. On sent... il y a une vraie atmosphère, on sent qu'il y a quelque chose de sain, de serein, de passionné, parce que c'est aussi un métier un peu passion. Est-ce que c'est pas ça dont tu es fier aujourd'hui quelque part? On te dit, ça quand même, ça c'est pas mal réussi. Plus que presque une nouvelle usine, etc. C'est exactement ça, et même ça peut avoir même un caractère un peu dangereux, parce que moi je suis quelqu'un qui n'est pas matérialiste, qui n'est pas attaché aux choses. J'ai besoin de pas grand-chose pour être heureux, et donc je suis capable de prendre beaucoup de risques. Parce que de voir ce qu'on fait disparaître, pour moi, n'est pas un sujet, puisque la vraie valeur, je la vois dans l'humain, et j'explique aux équipes, mais on serait capable de tout reconstruire, peut-être différemment, mais aujourd'hui, la vraie valeur, c'est ce qu'on a réussi à construire entre nous, ces savoir-faire, ces expertises, qui nous permettrait de rebondir si demain on était face à une catastrophe. Le fait qu'on puisse tout perdre, le sujet est venu au moment du Covid, avec les fermetures. Oui, j'allais dire, il y a eu quand même des épreuves, des moments un peu difficiles. Quand tu fais de l'événementiel, de l'animation, de la musique, tu rassembles des gens dans ces fameux lieux de brassage et que tout d'un coup tout s'arrête. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est à ce moment-là que je leur ai dit, mais soyez pas inquiets. On aura les ressources pour pouvoir se relever de ce qu'on est en train de traverser. Et effectivement, ma plus grande source de satisfaction,
c'est les équipes. Moi, j'estime avoir autour de moi des gens talentueux, engagés, attachés au projet et qui, aujourd'hui... c'est pour ça que ce sujet de l'incarnation, pour moi, est un sujet d'actualité. Je veux préparer mon retrait. Non pas ta retraite. Mais parce que tu as 55. Hein, je vais avoir 55 au mois d'octobre et j'ai envie de préparer. Et tu es déjà en train de penser quand même à l'après, à un moment. Oui. Ouais. En fait, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, l'entreprise, le patron, ça n'est plus Christophe Fargier, c'est le projet. Ça a dépassé ta seule personne. Mais c'est vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ma position dans l'entreprise, c'est d'être un chef d'orchestre. Et le vrai patron, on est au service d'un projet qui est devenu un projet collectif. C'est-à-dire qu'on a vraiment un processus de travail où ce projet, il est construit de manière collective. Et maintenant, il faut qu'on invente la gouvernance. On est sur des sujets d'entreprise à mission. On va rentrer dans un processus de travail pour devenir entreprise à mission. Moi, je réfléchis aussi à la création. On a déjà un fonds de dotation, mais à la création d'un fonds d'actionnaires pour mettre une partie du capital au développement significatif de l'actionnariat salarié. Aujourd'hui, on a un peu plus de 15% du capital qui est détenu par des salariés et quelque part on va l'élargir. Le fait aussi, on parlait d'économie du partage et d'écosystème, d'avoir demain dans la gouvernance de l'entreprise des acteurs importants de notre écosystème et ça peut permettre demain à ce que l'entreprise elle continue son propre chemin sans nécessairement avoir besoin de Christophe Fargier. Alors, on parlait un peu d'institution, d'incarnation, mais est-ce que quelque part aussi, tu parles beaucoup et on va se pencher là-dessus, du territoire, de l'impact sur les territoires, la manière dont tout l'écosystème gravite autour de toi, est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que Ninkasi, c'est comme une sorte de locomotive un peu qui aide à faire en sorte que des projets aboutissent? Tu parlais de la fondation, mais aussi il y a parfois la filière, on parlait de tout ce qui va être environnemental, de l'utilisation de la drèche, etc. Est-ce que quelque part... c'est aussi plein de petites structures ou plein de petits projets qui gravitent autour et que tu peux aider à accompagner. Il y a un peu cette notion, je ne sais pas si on doit parler de filière, d'écosystème, de cluster. Comment est-ce que tu racontes un peu tout ce qui se passe autour de toi en vrai? Parce que ça génère beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, beaucoup de... En fait, c'est une notion d'écosystème et ça participe à la dynamique du projet. Ça nourrit le projet en fait. On a aujourd'hui un écosystème qui est très riche. C'est vrai qu'on pourrait faire l'analogie avec la forêt. Le Ninkasi est un arbre qui a grandi et qui aujourd'hui aide d'autres entreprises, des arbres un peu plus petits, à pousser. Ça nous amène à se questionner jusqu'à quel niveau on va grandir, c'est-à-dire que dans la forêt, un arbre, ça ne grimpe pas au ciel. Grand, à un moment, ça finit voilà, si on devient trop gros, en fait, on laisse plus passer la lumière et on nuit à notre écosystème. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qu'on a pu aborder. C'est à un moment, on sait que le projet, il pourra se développer en ayant une nature différente, qui ne sera pas nécessairement de la croissance, mais qui peut être de la croissance indirecte, c'est-à-dire à un moment on atteint une taille, une maturité, et on va à ce moment-là peut-être avoir un soutien à notre écosystème qui deviendra beaucoup plus fort. L'intérêt d'atteindre certaines tailles, parce que c'est vrai qu'on avait un projet qui était d'abord régional, on va devenir une belle entreprise régionale et tisser un écosystème régional. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on reste régional ou est-ce qu'on monte d'un cran et on devient national ? Ça a été des discussions qui ont été longues parce que la réponse n'était pas évidente et on a décidé de devenir une entreprise avec un projet national. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que si on restait régional, tant mieux pour les industriels. Hein. On est en train de leur dire garder la place. Voilà, donc les industriels, ils achètent les petites brasseries et puis ils viennent occuper la place. Donc on s'est rendu compte qu'en grandissant, c'était une façon de structurer nos filières, parce que quand on commence à grossir, on commence à être structurant pour les filières. Et on s'est dit, le terrain de jeu de la France sur la bière, moi j'ai travaillé aux États-Unis dans des brasseries, leur terrain de jeu il était régional, mais quand la région c'est la côte ouest, c'est plusieurs fois la France. Ouais, voilà.
On a fait aussi ce travail d'analyse de nos cycles de vie, de nos externalités. Et on s'est rendu compte que les sujets d'impact, ils n'étaient pas tant sur le transport de la bière, qu'ils étaient... parce que les limites planétaires sont fortement liées à la matière première et aux pratiques agricoles. Et que finalement, en créant des filières, c'est-à-dire en devenant suffisamment gros pour structurer une filière viande, une filière sur le houblon, sur le malt, on avait beaucoup plus d'impact qu'en restant petit et en n'ayant pas cette capacité à être structurant. Voilà. Après, c'est pas blanc ou noir. Voilà, le fait de grandir, il y a des avantages, des inconvénients, mais pour nous, un peu en artisanat, peut-être ce que tu vas gagner, pas forcément. Alors l'artisanat, c'est un mot dans la bière qui est utilisé par les gros industriels. Ouais, si vous regardez certaines marques de nos industriels, ils utilisent le mot artisan. En fait, artisanat, c'est chambre des métiers. C'est Mais ça n'a rien à voir avec la manière de faire. Pour parler d'artisanat, il faudrait que les brasseurs acceptent que pour devenir brasseur, il faut avoir un CAP et un BEP, donc il y a un diplôme. Chose que le monde de la bière refuse, puisque j'en suis un exemple. J'ai commencé à prendre le métier dans un garage, et il y a beaucoup de brasseries qui sont créées sans que les gens passent par une école et un diplôme. Et donc, il y a des gens qui refusent qu'on crée en fait une barrière à l'entrée pour créer une brasserie. Non, parce que c'est aussi un espace de liberté aussi quand même, quelque part. Le fait de fabriquer comme ça, à sa manière, parce que je disais que moi je ne suis pas un immense expert des bières, mais il y a un nombre de bières pas possible. Enfin, chaque brasserie a son identité, travaille sa... Enfin, c'est aussi un espace de la liberté, de la créativité. Comme la cuisine. Ouais. C'est la cuisine fabriquée. C'est du même ordre. C'est du même ordre. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de rester authentique, c'est-à-dire c'est la qualité, le produit. Nous, au Ninkasi, on grandit, mais entre le système de brassage qu'on avait à Gerland, celui qu'on a eu dans notre première usine à Tarare et celui qu'on a aujourd'hui, on a un outil qui nous a permis à chaque fois de grimper de manière significative en termes de qualité, c'est-à-dire que nos bières se sont à chaque fois améliorées, c'est-à-dire qu'on a industrialisé nos process, mais au service de la qualité, en gardant toujours le souci de la qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas investi dans un nouvel outil pour gagner en coût de revient. Ce que font les industriels, le malt est un produit noble. Nous, toutes nos bières sont avec des produits nobles. Quand vous voulez améliorer votre rentabilité, vous allez utiliser du riz ou du maïs, qui va aussi permettre de faire des bières qui ont moins de goût, parce que le riz ou le maïs, ça apporte, quand c'est un produit classique, un riz blanc, ça apporte uniquement de l'amidon, donc du sucre, non de l'alcool, et pas du tout de goût. Voilà, et donc nous, on a toujours été dans ce souci de faire de la qualité, de faire découvrir les styles. Comme s'il y avait une notion, tu vois, en t'entendant, et comme quand tu racontais ton développement, il y a une notion de croissance lente, durable, mais par étapes, sans aller trop vite. Tu vois, il y a quelque chose qui me semble... Tu disais qu'aujourd'hui, c'est robuste, durable. On a l'impression que tu as construit par étapes et que c'est presque ça qui est le plus important, plutôt que... Parce que parfois, tu aurais pu être sollicité pour faire des choix peut-être plus stratégiques ou plus rapides ou plus market, mais l'attachement, la lenteur, c'est quelque chose d'intéressant. L'entrepreneuriat, ça part de l'énergie du rêve, c'est-à-dire qu'on se met à faire des choses dont on a envie. On ne fait pas des choses parce qu'il y a un marché et la possibilité de gagner de l'argent. La rentabilité, la finance doit être un moyen et pas une finalité. Donc, on voulait faire une fabrique de bière. On s'est dit, pour que ça soit viable, il faut faire un bar-restaurant. Mais on va se faire plaisir. Si on fait un bar-restaurant, on va faire celui qu'on aurait aimé avoir. On adore la musique. Pas salle de concert. Et en fait, à un moment, on nous dit, ouais, mais café-concert, c'est quand même con. Parce qu'il y a des artistes, pour mieux les rémunérer, il faudrait faire une entrée payante. Mais nous, on dit non, notre lieu, il est libre d'accès. Donc on fait une salle de spectacle. On se rend compte qu'une salle de spectacle, d'une petite jauge, en fait, ça n'a aucune viabilité économique. Qu'est-ce qu'on dit ? On assume, on essaye de trouver le chemin pour qu'elle perdure, ou on renonce. On assume. Donc on se met à ouvrir des petits Ninkasi en disant on va élargir notre base commerciale pour pouvoir supporter la salle de spectacle. À chaque fois, en fait, c'est la conséquence d'un vrai choix. Tu dis, allez, allons. C'était pas prémédité, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu ne savais pas que tu en arriverais là aujourd'hui. Exactement. Quand on dit Christophe, tu as été visionnaire, je ne dis pas du tout. En fait, on a fait des choses
parce que ça partait des tripes, de l'envie. Et comme on n'a pas voulu y renoncer, on a à chaque fois œuvré à trouver le chemin pour que ça puisse durer. Et c'est ça l'histoire de Ninkasi. C'est pour ça que c'est robuste. Ouais. Parce que ça part d'une passion. C'est un métier passion, tu décrirais ça, ton métier aujourd'hui? C'est un métier passion, un métier rencontre, parce que c'est aussi des belles rencontres. Voilà, quand Alban vient frapper à la porte du Ninkasi à Tara en disant mais est-ce que vous avez pensé à faire du whisky? Et voilà, on a mis plusieurs mois à discuter de ce que ça voulait dire de faire du whisky. Et puis à un moment, le rêve d'Alban, il est devenu notre rêve. Et puis on a ouvert une distillerie. Et ça nous a ouvert un univers incroyable, puisque en fait, on est un pays avec énormément de savoir-faire. Du moins, moi, j'ai découvert la sylviculture et les arbres, et ces forêts de chênes qu'on a en France qui sont exceptionnelles, la tonnellerie. Évidemment, ça nous a amené vers l'univers du vin, puisque en savoir-faire d'élevage, les vignerons ont des savoir-faire extraordinaires. Et puis, on a aussi redécouvert la fabrication des alambics. On est allé en Charente pour découvrir la maison Chalvignac. Et puis, on a découvert une maison à côté d'Épinal qui est spécialisée dans les alambics pour faire du rhum. Mais je ne savais pas, il y a cette maison qui s'appelle la maison Honoré. Elle a fait une distillerie de rhum sur 2 dans le monde entier. Ouais. Voilà. Et donc, moi c'est ça qui me nourrit, c'est que on fait des rencontres, on découvre des choses, on apprend des choses, on rencontre des gens passionnés. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa de rencontrer des gens passionnés. Est-ce que la passion, elle rime aussi avec l'engagement? Est-ce que tu te définirais comme un chef d'entreprise engagé? Ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'engagement du coup? Oui, on est une entreprise indépendante, ambitieuse et engagée. Et l'engagement, c'est de vouloir construire un projet. Au début de Ninkasi, mon discours, entreprise citoyenne. On participe à la vie de la cité. Voilà. Donc on se fournit avec des fournisseurs locaux. On a le souci. On fait travailler les gens du coin. On fait travailler les gens du coin. On a des relations saines avec nos fournisseurs. On s'occupe bien de nos collaborateurs. On crée un lieu de vie qui participe à la vie du quartier, à la vie de la ville, à la vie culturelle. Voilà. Et puis ensuite, on a, comme on se l'est dit tout à l'heure, eu cette prise de conscience environnementale qui arrivait plus tard. La logique de circuit court, elle n'était pas environnementale, elle était de s'enraciner dans son territoire et de participer à la vie. C'était pas par rapport à un enjeu environnemental. Et après, il y a le sujet du climat. Oui, parce que l'industrie ou la fabrication de la bière, il y a des sujets environnementaux sur l'eau, sur les déchets, sur tout un ensemble de choses qui ont un impact aujourd'hui. Comment est-ce que ça a eu un impact justement sur la fabrication, sur les processus? Est-ce que tu t'es engagé, je sais pas, sur une moindre consommation d'eau, sur faire attention aux déchets? Moi, je sais que j'avais vu il n'y a pas longtemps dans une de nos émissions, on avait une jeune start-up qui s'appelle Reuse It, qui fabrique des couverts réutilisables avec de la drèche de bière. Il y a des débats aujourd'hui sur les consignes. Est-ce qu'il y a de la place pour la consigne? Comment est-ce que tu t'empares de tous ces sujets environnementaux, entre guillemets? Eh ben, on a déjà commencé par se former parce que il y a énormément de complexité sur ces sujets pour mieux comprendre quels étaient les enjeux et choisir nos combats. On a ensuite eu l'agréable surprise de découvrir que nos modes de production alimentaire et de consommation alimentaire étaient responsables de plus de 70% du dépassement des limites planétaires. Donc on s'est dit, chouette, on a la chance de pouvoir agir et de pouvoir être impactant. Et donc on a commencé à identifier les sujets sur lesquels il fallait qu'on se mobilise. Donc il y a effectivement l'eau, nos émissions de CO2, il y a des enjeux de biodiversité et c'est un processus d'amélioration continue. Récemment, on a fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui nous a permis de challenger notre feuille de route et on continue, on est à notre 5e bilan carbone. Pour la première fois, on a fait intervenir un expert du monde de la bière qui avait fait des bilans carbone dans d'autres brasseries. Pour pouvoir te comparer aussi. Pour déjà, il nous a aidé à trouver du CO2 qu'on n'avait pas trouvé. Et il nous a aussi permis de partager les bonnes pratiques qu'il avait pu voir dans d'autres brasseries. Et ça, c'est quelque chose qui est génial parce que
aujourd'hui, les équipes sont beaucoup plus épanouies à avoir un projet qui est complet, c'est-à-dire que oui, il y a des enjeux économiques, de performance économique, de viabilité de l'entreprise, voilà, mais il y a aussi des enjeux de qualité, de passion, mais il y a aussi des enjeux d'externalité. Et finalement, ça nous nourrit. On vient au travail avec le sentiment qu'on est utile et qu'on peut contribuer aux enjeux qui sont les nôtres, et notamment ceux du dérèglement climatique. Donc oui, l'entreprise est très engagée également sur la dimension sociale, puisque aujourd'hui on accueille des gens en situation de précarité, des réfugiés, des personnes en situation de handicap, on soutient la culture, on essaye d'aider nos collaborateurs à s'épanouir, à devenir des personnes, on vient sur le savoir-être, voilà, j'en ai un exemple concret, mais quand vous avez une jeune personne qui arrive en cuisine et qui ne sait pas maîtriser ses émotions et qui monte dans les tours, que son passage au Ninkasi lui apprenne à devenir plus modéré, à écouter, à gérer ses émotions. C'est bien pour le Ninkasi pendant la période pendant laquelle elle va travailler chez nous, mais c'est bien aussi pour elle, pour sa vie, pour sa future famille, pour les relations qu'elle aura avec son voisinage. Ouais. Voilà. C'est ça aussi peut-être le rôle, parce que tu parlais tout à l'heure à la fois des labels, de l'entreprise à mission. Ça sert à quoi aujourd'hui une entreprise ? Parce qu'on se pose souvent la question de qui a les moyens d'agir, le pouvoir. Aujourd'hui, le citoyen peut faire des choses, le monde associatif peut faire des choses. Peut-être que parfois le monde politique en fait un peu moins. Mais une entreprise, c'est quoi son rôle, tu disais, dans la cité ? Mais aujourd'hui, c'est quoi le rôle concret d'une entreprise à côté de son business, de son développement ? C'est justement aussi d'aider, de contribuer, de transmettre, Moi, je pense qu'une entreprise qui ne prend pas conscience de ses externalités et qui ne les évalue pas et qui ne fait pas en sorte que les externalités positives soient largement supérieures aux externalités négatives, elle n'a aucune raison d'exister dans les années qui viennent. Et je pense qu'elles disparaîtront, ces entreprises. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a un enjeu de survie et de développement, et s'il est lucide, il va intégrer. Ouais, d'anticiper forcément. Voilà. C'est-à-dire que la contrainte, c'est aussi un moyen de la créativité, quelque part. Exactement. Enfin, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la Convention pour l'entreprise pour le climat et la feuille de route, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Et moi, je vois les équipes sur les notions d'éco-conception prennent largement plus de plaisir à imaginer une carte ou une recette de bière qui intègre ces dimensions-là avec les contraintes. Et quelle fierté quand on arrive à faire un produit qui est bon, mais qui est aussi bon pour la planète. Je veux dire, le niveau de satisfaction, il est encore un cran au-dessus. Bon pour la planète et aussi, j'allais dire, bon pour la santé. Parce que dans les questions que moi je me posais comme ça, et je sais qu'on peut en parler ensemble, c'est que la bière, c'est certes un produit du terroir, un produit noble. C'est aussi quelque chose qui a un lien avec de l'alcool. Et c'est aussi, j'imagine, parfois pourtant un sujet de discussion. C'est-à-dire que quand on fabrique de l'alcool, comment on est dans son engagement ou sa responsabilité vis-à-vis des consommateurs, des problèmes de santé publique. Comment est-ce qu'on gère cette question de fabriquer de l'alcool, par exemple ? Bon, c'est un vrai sujet, et on s'est posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça annihile pas tout le travail qu'on fait, le fait d'être un producteur d'alcool, avec tous les problèmes de santé que ça peut poser. Donc nous, il y a un enjeu qui est de proposer des alternatives qui permettent de passer une soirée agréable chez nous sans consommer d'alcool. Et on a développé une gamme de sodas, on vient de sortir un thé, et on propose des cocktails sans alcool. Et dans les 10 premiers cocktails qui sont vendus dans nos établissements, il y en a 5 qui sont sans alcool. On fait un gros travail aussi à réduire le degré alcoolique sur certaines de nos bières. Mais tu me disais que faire une bière sans alcool, ça n'a aucun sens, ni pour le goût, ni pour l'environnement. En vrai. C'est ça qui est. Alors nous, on refuse. Alors on a fait des biais. En fait, on veut pas dénaturer. Quand on dit on doit tout mettre au service de la qualité des produits, on veut pas dénaturer le brassage. Voilà. Et on a fait des bières avec un degré alcoolique qui était en dessous de 1,5. On a été à 1,2. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que ceux qui veulent boire une bière sans alcool, si elle a 1 degré, ils ne la prendront pas, ils iront vers des bières sans alcool. Mais le problème d'une bière sans alcool,
si on prend nos gros industriels qui sont positionnés, c'est que ils vont fabriquer une bière avec de l'alcool et après ils vont utiliser souvent des osmoseurs pour enlever l'alcool, avec une consommation d'eau et d'énergie qui est extrêmement importante. Donc aujourd'hui, si on veut intégrer des critères environnementaux dans nos processus, c'est une contradiction forte. Donc nous, on préfère proposer des alternatives, c'est-à-dire vous voulez pas boire d'alcool, voilà, peut-être on va se mettre à faire du kombucha ou d'autres boissons, mais de dire ça sert à rien de faire une boisson alcoolisée et de lui retirer l'alcool. Voilà. Surtout que dans une bière, l'alcool a une vraie contribution à la qualité. Mais au goût. Je veux dire, une bière peu alcoolisée, si vous ne lui apportez pas de l'aromatique, de l'acidité ou un fruit, elle est aqueuse. Je veux dire, et aujourd'hui, des bières sans alcool qui sont très bonnes, il y en a très peu. Et pour vous... Aujourd'hui, si on prend Tourtel, c'est pas une bière, c'est un soda. Et Kronenbourg, Carlsberg le sait très bien, parce qu'ils communiquent sur ce produit comme une bière. Et aujourd'hui, ils ne prennent pas des parts de marché aux bières, ils partent aux marques de soda. Voilà. Donc, nous, on ne souhaite pas rentrer dans... Mais peut-être qu'on changera d'avis, parce que... Mais en tout cas, il y a une attention à ces questions. Il y a aussi des enjeux, tu me disais, de formation des équipes, de sensibilisation à ces questions de santé publique, oui, puis on a modération des usages, en fait, quelque part. Exactement, on forme nos équipes pour qu'on soit dans une consommation responsable et cette capacité à arrêter de servir. On a été confronté à plein de problématiques, parce qu'à un moment, on disait on ne veut pas que les gens choisissent la bière en fonction de son prix. Et donc, laissons-les choisir en fonction de leur goût. Et à Lyon, on avait la réputation d'avoir la bière la plus alcoolisée sur Lyon et la plus accessible, notre triple. Et quand on s'est rendu compte que en fait, ça a amené à des comportements déviants, on a revu notre stratégie en disant non, il faut que la triple, on en augmente le prix. Pour qu'elle soit parce que finalement, ça incite à la consommation. Et puis, c'est une bière qui est quand même très alcoolisée. Voilà, donc... Voilà, on a aussi retiré de nos offres un certain nombre de choses qu'on faisait, parce qu'à une époque, il y avait des maîtres de shooter, comme on s'est mis à faire des spiritueux, et de se dire que ça, c'était pas dans la consommation responsable, que ça incitait à... C'est moins plaisir, ça, quand même. Voilà. Et donc, voilà, et puis je pense que la dimension festive et musicale de nos lieux ne prête pas à la consommation excessive. Nous, on n'a pas de problème de consommation excessive. Et de toute façon, les gens qui veulent se mettre sur le toit, ils le disent souvent que ça coûte trop cher de le faire au Ninkasi. Vaut mieux aller acheter un pack de bière et puis le faire à la maison. Voilà. Et puis, on le voyait, nous, sur certaines soirées, on le voit aussi sur certains festivals. Voilà, on arrive avec... ces boissons, on boit avant de rentrer et puis finalement on consomme, on consomme pas à l'intérieur de l'établissement. Mais c'est un sujet et c'est un dilemme parce que c'est aussi ce qui rend le côté plus responsable quand tu es une entreprise comme ça engagée sur un territoire et un acteur de la cité, tu as ce type de problématique, de même que sur par exemple le brassage, la diversité, tu as des responsabilités un peu d'accueil de la diversité, de plein de choses de ce type. Et c'est aussi ça qui est intéressant peut-être de se dire que tu contribues à faire en sorte que les gens... Les Ninkasi sont des lieux de brassage, c'est écrit sur la façade de nos établissements. On a utilisé la musique par une programmation éclectique, attirer des publics très divers et faire en sorte que le lien social, le vivre ensemble se développe. Et on en a profondément besoin aujourd'hui. Alors, le Ninkasi Gerland était un lieu magique pour ça. T'as des souvenirs, t'as assisté à la plupart des concerts. Tu choisissais d'ailleurs un peu les groupes au début ? Non, moi j'ai jamais embêté les programmateurs en disant j'aimerais que tu me programmes tel ou tel artiste. Même s'il y en a que tu t'es dit j'aurais bien aimé. Non, mais après les artistes. Qu'est-ce que t'as comme très grand souvenir d'un concert incroyable Moi les grands souvenirs, c'est de voir ces brassages de public. Quand on a un concert de métal au Chaos et un concert de chansons ou de hip-hop au café. Et quand les gens aiment la musique, ils aiment toutes les musiques. Alors, c'est pas tout le monde, mais on a une partie des publics qui se mélangent. Moi, les moments forts, c'est attendre le métro de Gerland après un concert extraordinaire et de voir avec quelle facilité des gens qui ne se connaissent pas se parlent parce qu'ils viennent de vivre quelque chose de tellement intense émotionnellement
que c'est tellement naturel de se parler, voilà, et d'entendre quelqu'un qui dit putain moi j'ai adoré, ça m'a fait penser, et puis la personne à côté il dit mais si tiens moi c'est cet artiste que je t'aime, il va passer, voilà, et ça dépasse un peu. C'est vrai que on en parlait avec un autre invité il y a pas longtemps sur le sport qui peut aussi provoquer des émotions comme ça un peu magiques, mais c'est la culture ou la musique, c'est une tarte à la crème de le dire, mais c'est une vérité, ça transcende aussi quand même pas mal les choses. Oui. Et aujourd'hui on a besoin de culture. Parce qu'on sur les dernières années, et avec les réseaux sociaux, il y a un phénomène de repli sur des petites communautés qui pensent la même chose. Et aujourd'hui, moi j'invite vraiment les gens à se dire, mais si quelqu'un pense différemment que moi, c'est pas un problème, au contraire, c'est génial parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas moi-même grandir si je me nourris pas de gens qui pensent différemment que moi. J'ai besoin, c'est le concept auquel moi je suis très attaché d'individuation. C'est comment je peux me construire en tant que personne singulière, en interaction avec les autres, au service de quelque chose qui me dépasse. Et quelque part, ça résume le projet Ninkasi. Le projet Ninkasi, c'est devenu une aventure humaine. Au début, c'est mon rêve. Ça n'est plus mon rêve. C'est devenu un rêve collectif qui permet à une très belle équipe de s'enrichir. Et on est tous en train, moi je disais le patron au Ninkasi, ce n'est plus Christophe Fargis, c'est le projet. Un projet engagé qui est devenu le boss. Et c'est comme ça qu'on prend du plaisir et qu'on va chaque matin travailler avec la banane. Et du coup, ce qui permet aussi peut-être, avec ce parcours, d'être évidemment engagé, mais d'être aussi parfois inspirant. Est-ce que tu as eu le sentiment, dans le regard que les gens portaient sur toi, de susciter parfois une forme d'admiration, d'inspiration? Est-ce que tu penses que tu peux être inspirant? Est-ce que toi-même, tu as été inspiré? C'est-à-dire, comment tu fais toi pour t'inspirer et continuer à garder un peu l'énergie, l'envie, la créativité? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Est-ce que tu as des modèles, des mentors, des gens qui te parlent plus que d'autres? Moi, je n'ai pas de livre de chevet. Et je pense qu'une idée, elle n'a de valeur que si on la met en œuvre et qu'on en évalue les résultats. Et finalement, c'est Monsieur Henri Saval qui disait ça, et ça m'avait vraiment percuté. Il a dit, moi, j'ai pas besoin de croyants. Je dis, dans tout ce que je dis, picorez. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, prenez-le, mettez-le en œuvre, et si ça marche, diffusez-le. Et aujourd'hui, le fait de vouloir témoigner, ça fait partie de l'engagement. C'est comment les expérimentations qu'on a pu réaliser et qui ont marché, qui sont des succès, les partager pour que ça puisse inspirer et amener d'autres acteurs, d'autres entreprises à prendre des initiatives. Et je me nourris moi-même d'entrepreneurs, de personnes qui témoignent et de prendre des idées. Alors, je parlais de la CEC, il y a l'APM aussi, qui est un dispositif qui est extrêmement riche, qui a permis, Henri Saval et l'ISEOR, qui m'a permis aussi de faire de belles rencontres. La théorie des rencontres, on est des êtres sociaux, et une aventure entrepreneuriale comme le Ninkasi est une aventure humaine, et quelque part le Ninkasi c'est un récit, c'est une histoire qu'on est en train de construire. Et chacun apporte un peu des morceaux, des pages, etc. Exactement. Comment est-ce que, puisque la thématique un peu du podcast, c'est d'imaginer demain, de se pencher vers demain, de préparer demain, est-ce que tu as l'impression, toi, de contribuer au monde de demain? Et comment tu le vois? Est-ce que tu es résolument optimiste, parfois un peu inquiet? Comment est-ce que tu te projettes? Tu parlais tout à l'heure un peu de l'envie aussi de préparer ta transmission. Comment est-ce que tu te projettes dans ce projet, et puis même toi, dans le monde de demain? Est-ce qu'il te rassure, t'inquiète, t'embête? Moi, je suis confiant sur l'avenir, mais lucide. C'est-à-dire que les défis sont extrêmement importants. Je crois au pouvoir de l'intention. Et l'intention qui permet les bifurcations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on ne change rien, on va dans le mur. Mais je pense qu'il y a déjà suffisamment de personnes dans ce monde qui sont en train de se dire que c'est possible de faire différemment. Moi, je suis convaincu de la future bifurcation, et c'est ça la contribution. Ce auquel je crois profondément aujourd'hui, c'est que le changement, le monde de demain, il est en train de s'inventer dans le monde de l'entreprise, le monde associatif, et que c'est pas le monde politique qui est aujourd'hui armé
pour conduire ce changement-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives, de projets qui mériteraient d'être mis en lumière pour donner cette espérance. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les médias ont tendance à cultiver la peur et ne pas mettre suffisamment en lumière toutes ces belles initiatives qui sont énormes. Et les quelques-uns qui font des choses positives, etc., ont parfois du mal à se frayer un chemin, mais on s'accroche aussi. C'est une autre manière de contribuer aussi. Moi, je pense souvent, et je le dis, que c'est aussi dans le récit qu'on fait des choses qu'on peut donner envie, qu'on peut rendre ça accessible. Dernière question, peut-être avant qu'on se quitte, on pourrait parler encore des heures. Est-ce que tu aurais quelqu'un dans ton entourage auquel tu penses et tu te dis, tiens, ce serait super, c'est un type que j'adore, qui a une super initiative, et ce serait génial de l'inviter à notre micro, c'est un type chouette ou une femme chouette, enfin, quelqu'un comme ça, est-ce que tu aurais une idée à nous suggérer? C'est un peu dur parce que je te prends de court, mais tu vois, dans les gens que tu croises, ou dans ton univers, ou dans l'écosystème. Moi, dans les personnes qui ont beaucoup compté pour moi, il y a Henri Saval. Alors, c'est quelqu'un pour moi qui a été visionnaire, puisqu'il y a 40 ans, il a décloisonné les disciplines en disant il faut avoir un regard sur les problématiques qui se nourrissent d'expertises diverses. C'est vraiment lui qui m'a aidé à ne pas être simplement dans l'intention d'être une entreprise humaniste, mais qui m'a permis de l'être réellement, en prenant soin avec un management fin, en créant cette culture du dialogue. Je parlais tout à l'heure d'intersubjectivité contradictoire, qui est de dire on est tous subjectifs, personne ne détient la vérité, et on a besoin du collectif pour, par des contradictions de subjectivité, essayer de se faire une idée plus objective d'une situation et inventer une bonne solution. Voilà, je trouve qu'il a eu beaucoup d'avance. Aujourd'hui, on le voit, que finalement, ça devient commun de marier les disciplines pour aborder les thématiques. Voilà, c'est le nom qui me vient à l'esprit, parce que voilà, nous, on pratique le management socio-économique qu'il a théorisé depuis 20 ans. Et c'est un des facteurs de réussite de l'entreprise. On lui doit beaucoup. Parce que si aujourd'hui, il y a une qualité de vie au travail, une qualité de relation, une qualité de dialogue, c'est parce qu'on pratique le management socio-économique. Ça ne se fait pas comme ça. Non. Bon, écoute, un grand merci pour cette découverte du monde de ton univers, de la bière, etc. On prendra une bière différemment maintenant en Ninkasi. Et puis plein de belles choses pour les projets, pour Verlan qui réouvrira, j'espère, un de ces jours, parce que c'était un endroit important. Et pour ce qui se passe dans ton activité, merci d'être venu nous en parler en tout cas. Merci. À très bientôt. À vous.